On y reviendra dans un instant. C'était vraiment le lancement officiel de la campagne de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Mais d'abord, le drame de Liana. Vous l'avez entendu, Gérald Darmanin présente ses excuses à la famille de Liana. Il parle de dysfonctionnement. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, reconnaît un échec, des dysfonctionnements, un manque de bon sens. Est-ce que tout cela suffit ? Non, ça suffit pas. Que le ministre de la Justice présente ses excuses, c'est la moindre des choses. Mais je vois bien qu'il y a une tentative, si vous voulez, d'aller pointer du doigt ou faire porter la responsabilité à des individus ou à des dysfonctionnements qui seraient des dysfonctionnements individuels, alors que clairement, ce que révèle malheureusement cette tragédie, c'est un problème qui est un problème systémique de prise en charge dans notre société de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles de manière générale et particulièrement de la lutte contre les violences sexuelles à l'égard des enfants, et que les réponses, elles ne peuvent pas seulement être des réponses de sanctions individuelles, elles doivent être des réponses qui sont des réponses systémiques. Vous savez, il y a une commission indépendante qui s'appelle la Civise, qui a travaillé sur les problèmes d'inceste et de violences sexuelles contre les enfants. Elle a formulé un certain nombre de recommandations, plus de 80 en 2023, et à l'heure où je vous parle aujourd'hui, vous avez seulement 25% de ces recommandations qui ont été mises en œuvre et qui sont effectives. Vous avez des associations qui demandent 2,6 milliards d'euros dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'en voit pas la couleur. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il dit, Gérald Darmanin, mais pourtant j'avais donné des instructions, j'avais fait une ordonnance, j'avais demandé à ce que les affaires qui concernent les enfants, les mineurs, soient sur le haut de la pile. Ma circulaire n'a pas été respectée. Pardonnez-moi, mais ce n'est pas vrai. Il y a eu 3 circulaires dont M. Darmanin parle quand il est allé à la télévision avant le week-end. La première de ces circulaires, elle mettait en haut de la pile des priorités la lutte contre le narcotrafic, et elle mettait en deuxième point la question des violences contre les personnes, et à l'intérieur de ce deuxième point, elle parlait des violences contre les enfants. Ensuite, il y a eu une deuxième circulaire qui parlait de la prise en charge et de l'accompagnement des victimes d'attaques contre les personnes. Troisième circulaire, elle parlait des violences sexuelles contre les enfants dans le cadre scolaire et dans le cadre périscolaire. Là, en l'occurrence, malheureusement, dans la tragédie de Liana, on ne parle pas du cadre scolaire ou périscolaire. Donc ce que dit M. Darmanin, c'est une manière en quelque sorte de s'exonérer de sa propre responsabilité, qui est une responsabilité politique et ne correspond pas aux faits. Et il n'y a pas eu d'instruction de M. Darmanin demandant à ce que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et la lutte contre les violences sexuelles contre les enfants soit une priorité ultime. Il doit démissionner ? Je trouve que, si vous voulez, il y a en Macronie ce sentiment que le pouvoir politique n'assume jamais ses propres responsabilités. Et quand on est ministre de la Justice aujourd'hui, quand on a été ministre de l'Intérieur avant, puisque la question qui est posée là, c'est l'articulation entre le travail de la police et le travail de la justice, donc la responsabilité du ministre de l'Intérieur et la responsabilité du ministre de la Justice, il me semble un peu normal dans une démocratie au bout d'un moment que les responsables politiques assument leurs responsabilités et qu'ils ne cherchent pas en permanence à se défausser. Donc pour vous, Gérald Darmanin et Laurent Nunez devraient remettre leur démission. Je trouve que la question se pose en tout cas. Mais vous la demandez, cette démission ? Mais ça sert à rien que je la demande. Mathilde Panot le fait. Oui, voilà. Mais petit rappel important, prenez bien les propos dans leur globalité, avec nuance et recul. Le but ici est d'inciter à la réflexion, pas de sortir une phrase de son contexte, ni de fermer le débat. Si vous voulez soutenir le projet et nous aider à le développer avec plus de moyens, pensez à vous abonner, à laisser un like et à partager votre avis en commentaire. Le débat continue aussi avec vous. C'est bien qu'il ne suffit pas que je la demande pour qu'elle devienne effective. Je dis juste que la responsabilité politique, à un moment, elle est posée, parce que sinon, le sentiment qu'on envoie aux Françaises et aux Français, c'est qu'à la fin, on cherche juste à se protéger. Or, la question qui est posée, elle dépasse des personnes, elle passe des individus. C'est une question qui doit être une question de société. Comment on fait en sorte que nos enfants soient protégés ? Comment on fait en sorte qu'on comprenne que les enfants sont un sujet de droit, qu'on peut pas le laisser comme ça ? Enfin, pardon, mais il y a 160 000 violences sexuelles contre les enfants. Quand il y a des plaintes pour viol d'enfants, il y en a 72% qui sont classées sans suite. On est en train Et il y en avait eu plusieurs avant le drame de Liana qui concernait Jérôme Barella, le suspect. Il y en avait 4 au moment de sa disparition. Il y en a 9 aujourd'hui. Laurent Nunez dit d'ailleurs, c'est un drame qui aurait pu être évité. Malheureusement, je crois que sur ce point, il a raison. Quand on sait que il y a une plainte qui date d'il y a plus d'1 an, que cette personne
n'avait même pas été auditionné. Quand on sait que un des signalements qui a été fait à la gendarmerie n'a même pas été suivi des faits, quand on sait que cette personne a subi une sanction administrative puisqu'elle travaillait dans un établissement scolaire et qu'elle a été licenciée et qu'il n'y a pas eu de signalement à la justice, c'est terrible de se dire que, évidemment, c'est un drame, une tragédie, et ce sentiment atroce qu'il aurait pu être On va évité. voir ce que vous proposez, vous, sur la justice, mais Manuel Bompard, vous avez dit, les sanctions, ça ne suffirait pas, mais en faut-il tout de même? Des sanctions individuelles. Des sanctions individuelles. Bah, on parle de la question de la procureure d'Auch, on parle de la question de la responsabilité des uns et des autres qui n'ont pas forcément mis en lumière ce qui se passait, qui n'ont pas forcément tiré les conséquences, par exemple, de l'analyse médicale qui avait été faite sur l'une des petites filles qui a porté plainte. Est-ce qu'il faut des sanctions individuelles? Il y a une enquête administrative qui a été lancée, et cette enquête, elle va aller jusqu'à son terme. Si elle révèle qu'il y a eu des failles individuelles, elles peuvent donner lieu à des sanctions. Mais honnêtement, c'est une manière de prendre le problème qui ne le traite pas dans sa globalité. Sa globalité on va aujourd'hui... parler de la globalité, mais Manuel Bompard, êtes-vous opposé? Non, je suis pas opposé, je vous ai répondu. Si, il y a une enquête en cours, je vais pas la faire. Est-ce que les juges doivent davantage rendre compte de leurs actions? Tout le monde doit rendre compte, et les juges en particulier, dans la justice aussi. La responsabilité individuelle, elle existe toujours. Vous avez entendu peut-être Bruno Retailleau qui demande une cour disciplinaire de la magistrature. Oui, en fait, si vous voulez, tous ces coups de communication, que je trouve d'un certain point de vue assez indécents d'ailleurs, comme quand Monsieur Darmanin nous dit aujourd'hui qu'il va réexaminer toutes les enquêtes en cours. La belle affaire, une fois qu'on les a examinées, s'il y a personne pour les prendre en charge et pour les traiter, qu'est-ce que ça va changer? Et puis il faut un drame et une tragédie. Il a cette expression, il dit, nous ne partiront pas en vacances, ni moi, ni les procureurs, tant que les 70 000 plaintes qui concernent des enfants ne seront pas examinées. C'est de la démagogie, parce que vous pouvez les examiner, mais il faut qu'elles soient prises en charge, il faut qu'il y ait une police judiciaire pour mener les enquêtes, il faut auditionner des personnes. Et puis quoi? C'est-à-dire qu'il faut une tragédie dans notre pays pour que les enquêtes suivent leur cours. C'est ça que nous dit Monsieur Darmanin. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de drame ou pas de tragédie, c'est normal que les enquêtes soient là et qu'elles ne suivent pas les... Enfin, c'est absolument absurde. Donc, on a un problème qui est un problème de clochardisation absolue de la justice. Et quand j'entends le président de la République dire « je ne veux pas entendre parler de moyens », bah si, précisément. Évidemment que la solution, ce ne sont pas que des moyens. Mais la question des moyens, elle est centrale. Sur la clochardisation, on va en venir aux moyens que vous mettriez ou pas. Sur la clochardisation, c'est une expression qui avait été utilisée par Jean-Jacques Urvoas à l'époque où il était garde des Sceaux. Ce matin, je recevais le représentant de tous les procureurs de France, il est lui-même procureur de Chartres. Il disait pas question d'être les boucs émissaires dans cette histoire, mais deux, il disait pour autant non, il n'y a plus de clochardisation de la justice en France. Là, le problème, je veux bien qu'on parle de moyens, et il y a un vrai problème de moyens, mais là, le problème, c'est que il y a eu des procédures. Il y a eu, ne serait-ce que sur la plainte que l'on évoquait à l'instant, le 22 août dernier, une petite fille porte plainte avec sa maman. Le 11 septembre, il y a un examen médical qui conclut que les lésions qu'elle présente sur son corps corroborent son récit de viol. C'est pas une question de moyens, il est là le rapport, mais rien n'est fait derrière. Pourquoi rien n'est fait? C'est la question que là vous dites, c'est pas une question. Donc pour vous rien n'est fait parce que tout le monde est débordé, quoi. Pas seulement, peut-être, encore une fois, moi j'essaye d'avoir une vision qui est une vision complexe de cette situation dramatique. Mais quand je sais qu'il y a à peu près 3 procureurs pour 100 000 habitants en France, alors qu'il y en a 11 dans la moyenne de l'Union européenne, quand je sais qu'il y a 11 juges pour 100 000 habitants en France, alors qu'il y en a 22 dans la moyenne de l'Union européenne, quand je sais qu'il y a moins d'un greffier pour 100 000 habitants en France, alors qu'il y en a quasiment 15 dans la moyenne de l'Union européenne, c'est juste, vous tous pouvez ces chiffres me dire, sont justes. oui, donc vous pouvez me dire, il n'y a pas de problème de clochardisation de la justice, mais... c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est le procureur national qui disait ce matin. Je veux dire, qu'on me dise, le sujet, ce ne sont pas que les moyens, y compris le sujet, ce ne sont pas que les moyens, parce que ne focaliser la discussion uniquement sur les moyens, c'est aussi, ne pas comprendre qu'il y a un problème de culture du viol, de culture patriarcale. On le voit bien. Et qu'il y a un continuum aujourd'hui entre les violences sexistes et sexuelles et dans les violences sexuelles contre les enfants. Ne pas comprendre qu'il y a des problèmes de formation, qu'il y a des problèmes de la parole de l'enfant qui n'est pas pris au sérieux, comme la parole d'une femme qui vient se plaindre n'est pas pris au sérieux. Ces questions-là, elles sont centrales. On a eu la parole et on a ensuite les preuves médicales matérielles. Une question quand même, le tribunal d'Auch, on peut pas dire que ce soit un des tribunaux les plus débordés, en tout cas c'est ce qu'il semble. C'est pas le tribunal de Paris ou le tribunal pour enfants de Bobigny. Je sais pas, je vous invite à regarder. J'ai lu plusieurs articles dans la presse sur le fait qu'à un moment il y avait plus de juges dans ce tribunal. Bon, je suis pas sûr que nos tribunaux, nos petits tribunaux, parce que c'est ça la comparaison que vous faites, en particulier dans les zones qui sont pas les grands centres urbains, soient en très meilleure santé, si vous voulez, que les tribunaux. Vous faites quoi?
Bah pour restaurer la justice, pour lui donner les moyens. Comme je vous le disais, d'abord on met en œuvre immédiatement l'ensemble des recommandations qui sont formulées par cette CIVI, cette commission indépendante qui a travaillé, et ces recommandations, elles doivent être suivies des faits. Deuxièmement, on accorde les 2,6 milliards d'euros qui sont demandés par les associations qui travaillent sur ce sujet pour pouvoir avoir le plan digne de la France dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Enfin, pardonnez-moi, on est capable de distribuer des dizaines de milliards d'euros aux grandes entreprises sans contrepartie. On est capable de donner des dizaines de milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux plus riches dans ce pays sans que ça ne pose de problème, et on n'est pas capable de mettre moins de 3 milliards d'euros pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles et pour protéger nos enfants. Voilà ce qu'on fait. On commence par ça, et ça nécessite des enquêteurs supplémentaires, ça nécessite des formations. Vous savez que quand un enfant vient parler, il faut qu'en face il y ait un enquêteur qui soit formé, qui soit capable de distinguer, de lui poser des questions spécialement. Je revoyais, regardez, j'avais un chiffre, je le retrouve plus, mais qui disait que aujourd'hui vous n'avez pas suffisamment d'enquêteurs qui sont formés pour entendre spécialement la parole pour la question du recueillement des enfants. Eh ben oui, et donc tout le monde peut le comprendre, parce qu'un enfant, le faire parler, c'est difficile, et donc bien souvent il y a ce sentiment, il doit raconter des bêtises, il doit dire n'importe quoi. Donc voilà ce qu'il faut faire. Il faut mettre ça sur la pile des priorités des politiques publiques. Est-ce qu'il faut un parquet spécialisé à l'image du parquet national financier, à l'image du parquet désormais contre le narcotrafic? C'est Dominique de Villepin qui propose cela. Dans le programme qu'on avait défendu déjà en 2022, là, pour l'élection présidentielle qui vient, vous savez, on est en train de travailler sur nos propositions, nos programmes. Mais dans le programme de 2022, on mettait en place l'idée qu'il y ait en tout cas des équipes spécialisées qui prennent en charge et qui soient formées sur la question des violences sexistes et sexuelles et sur la question des violences sexuelles contre les enfants. Je trouve qu'effectivement ça irait dans la bonne direction. Est-ce que vous irez, ou est-ce que vous appelez à aller aux différents rassemblements ce soir, en particulier à Paris devant le ministère de la Justice, mais devant tous les tribunaux de France? Les Insoumis, ils seront présents, parce que évidemment on partage cette peine et cette émotion. Après on sera vigilant, si vous voulez, sur les messages pour participer à des rassemblements avec lesquels on partage les messages. Hier soir, donc, hier après-midi précisément, grand meeting en plein air à Saint-Denis. Vous avez annoncé avoir réussi à rassembler 26 000 personnes. Alors le chiffre, personne n'avait vraiment compté, mais en tout cas il y avait beaucoup de monde. Vous avez compté les 26 000 un par un? Pas un par un, mais vous savez, non, mais juste pour que les choses soient dites rapidement. Pour qu'on comprenne comment vous arrivez à ça. En fait, il y a un travail sur plan qui permet d'identifier une superficie. Sur cette superficie, il y a une densité qui est estimée. Là, il y avait à peu près entre 7 000 et 8 000 mètres carrés. Si vous faites 3 à 4 personnes par mètre carré, vous arrivez à ce chiffre. Voilà, pour que les choses soient claires. Grand meeting, grand rassemblement, en effet. Coup d'envoi donc de la campagne LFI, avec un certain nombre de points sur lesquels on vous a toujours entendu. La retraite à 60 ans, vous maintenez. Le SMIC à 1 700 €. Un peu plus surprenant, peut-être l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, l'autonomie davantage pour la Corse. Comment vous en êtes venu à ça? D'abord en partant des demandes qui sont exprimées. En Corse, vous avez depuis plusieurs élections, les élections qui sont remportées par les autonomistes. Et à un moment, quand vous êtes démocrate, vous entendez la parole de la population. Mais cet argument pour la Corse, il ne vaut pas pour la Nouvelle-Calédonie, puisque pour la Nouvelle-Calédonie, ils ont voté à 4 reprises. Non, mais la Nouvelle-Calédonie, Jean-Luc Mélenchon a dit, nous accompagnerons la Nouvelle-Calédonie vers l'indépendance. C'est ce qui est fait en France depuis les années 80. Les accords de Nouméa, puis les accords de Matignon. Non, mais ça veut dire que vous souhaitez l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie? Un processus de décolonisation tel qu'il a été engagé, son aboutissement, c'est la fin des soumissions, et donc un processus d'indépendance. Mais me semble-t-il, votre argument sur la Corse, qui est un argument électoral, sur la Corse et sur la Nouvelle-Calédonie, pourrait donner exactement l'inverse du côté de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il y a eu des votes et que les votes n'ont pas conclu à la volonté d'une... C'est un peu plus compliqué que ça, si je peux me permettre. En effet, c'est plus compliqué, on est d'accord, mais... Il y a eu 2 référendums. En tout cas, il n'y a pas eu de référendum. À chaque fois, l'indépendance a progressé, et le 3e référendum, qui peut-être aurait pu peut-être conduire, a finalement été boycotté par les indépendantistes, puisqu'il a été organisé par M. Édouard Philippe contre la volonté des indépendantistes dans la période du Covid. C'est pas une forme d'abandon? Non, c'est une forme de reconnaissance d'un processus de décolonisation qui est engagé en Nouvelle-Calédonie et qui est reconnu, y compris par les Nations Unies, et que son aboutissement, c'est celui-là. Et quand vous avez cette attente, cette volonté qui s'exprime, je crois que vous devez la prendre en compte. La République, ça ne peut pas être une camisole de force. Vous ne pouvez pas imposer à des populations qui demandent une indépendance, ou dans d'autres territoires une autonomie, de ne pas y avoir droit. Et donc il vaut mieux le réfléchir en intelligence et en discussion. À l'approche des présidentielles, cette chaîne va regrouper un maximum d'interventions de vos personnalités politiques préférées et d'analyses. On espère vous aider à comparer les idées et à vous forger un véritable avis politique avant la date finale des élections. Si vous voulez soutenir ce projet, abonnez-vous, laissez un like et venez débattre dans les commentaires. C'est uniquement grâce à vos retours que ce format pourra se développer davantage. Encore merci pour votre visionnage.
plutôt que le faire malheureusement par des situations Votre dramatiques. adversaire, c'est le RN. Nous ferons rempart au RN. Voilà ce qu'a redit Jean-Luc Mélenchon hier. Dans la foule, on a entendu ça. on est chez nous, crié par la foule face à vous. J'ai quand même dû le réécouter plusieurs fois parce que c'est un cri que l'on entend habituellement dans les meetings du Front National ou aujourd'hui du Rassemblement National. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, vous voulez être le miroir du RN? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il y a eu une tentative depuis des dizaines d'années par l'extrême droite de capter un certain nombre de symboles, un certain nombre d'idées, un certain nombre de slogans, et que vous disiez, Jean-Luc Mélenchon a dit on est le rempart contre le Rassemblement National. Sa candidature, c'est pas seulement une candidature d'opposition au Rassemblement National, c'est d'abord une candidature qui propose un programme alternatif. Mais oui, il y a aussi dans cette campagne des élections présidentielles la nécessité de combattre, de battre le Rassemblement National. Et une des manières de le faire, c'est de lui reprendre aussi les symboles qu'il a essayé de nous confisquer. Quand le Rassemblement National dit on est chez nous, c'est pour exclure une partie de la population et pour considérer que cette partie de la population n'est pas chez elle. Quand le peuple divers qui était rassemblé hier à Saint-Denis dit on est chez nous, c'est pour dire non, on est tous chez nous. Et y compris ceux que les autres considèrent qu'ils ne sont pas chez eux. Voilà, la réponse c'est celle-là, c'est une réponse qui est Il y avait d'ailleurs beaucoup de politique, drapeaux. pas du tout un miroir. Il y avait d'ailleurs beaucoup de drapeaux français Oui, hier, bien de sûr. drapeaux tricolores, quelques drapeaux palestiniens, mais les drapeaux tricolores en masse. Il y avait des drapeaux C'est de nouveau, plusieurs ils ont été couleurs. distribués par LFI, ces drapeaux Comme d'habitude dans nos meetings, on a toujours, d'ailleurs, contrairement à ce que disent souvent l'extrême droite pour parler de la France insoumise en disant il n'y a pas de drapeau bleu blanc rouge, si, il y a toujours des Non, drapeaux il y en avait bleu, beaucoup blanc, rouge. hier. Ben oui, il y en a, et évidemment il y en a, parce que. Mais ça veut dire quand vous dites voilà, on veut se réapproprier. Je recevais la semaine dernière Raphaël Glucksmann ici même qui disait là, à peu près en réalité la même chose. Alors vous serez évidemment sûrement pas d'accord sur sur la suite de ce qu'ils en fait, mais lui il dit il faut qu'on fasse en sorte de ne pas laisser ces symboles à l'extrême droite. Il parle de la Marseillaise, il parle du drapeau tricolore. Raphaël Glucksmann qui dit moi je plierai la France insoumise. Alors il a raison, il faut faire une chose très simple. Vous prenez le bulletin de vote de Jean-Luc Mélenchon, vous le pliez avant de le mettre dans l'urne. Ça, il a raison, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça que vous l'entendez. Bah oui, Ouais. il faut plier le bulletin avant de le mettre dans l'enveloppe, sinon il rentre pas. Vous êtes surpris qui dit ça? Non, il fait ce qu'il veut. Écoutez, il y a une élection présidentielle qui Mais vous avez dit arrive. la primaire c'est fini. Hier Jean-Luc Mélenchon a dit ça y est la primaire est finie, c'est nous. Comme s'il y avait déjà eu une primaire de la Elle n'a gauche. jamais trop commencé, ça vous a pas échappé, Madame de Malherbe. Écoutez, ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier, c'est dans cette grande bataille qui vient et qui est une bataille décisive, il y a une force politique, une candidature, une campagne qui est carrée, qui est engagée avec une équipe, avec un programme qui est en cours de discussion et avec une démonstration de force populaire qu'on a vu hier. Et donc ceux qui veulent une alternative au macronisme et ceux qui veulent battre l'extrême droite, ceux qui veulent réouvrir une nouvelle page de l'histoire des France, qui veulent partager les richesses, qui veulent faire la planification écologique, qui veulent passer à la 6e République, qui veulent redonner à la France une voix sur la scène internationale. Eh ben, ils ont une équipe, ils ont une candidature, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Alors je leur dis venez participer de Fabien cette Roussel bataille. hier qui dit pour nous ce ne serait ni l'un ni l'autre en parlant de Jean-Luc Mélenchon ou de Raphaël Glucksmann. Bah, Fabien Roussel dit ce qu'il veut, mais je crois que si à la fin c'est pour conduire à des candidatures qui n'ont finalement que pour seul résultat d'empêcher la candidature de Jean-Luc Mélenchon d'être qualifiée au second tour et de l'emporter, je crois pas qu'on aura beaucoup fait avancer la gauche. Et c'est ce qui s'est passé en 2022. Et moi, vous savez, j'ai croisé beaucoup de militants communistes qui s'en sont mordus les doigts en 2022 d'avoir maintenu jusqu'au bout une candidature qui a fait autour de 2% des voix. Et ces 2% des voix, c'est ceux qui ont manqué à Jean-Luc Mélenchon pour se qualifier au second tour. Donc chacun prendra ses décisions. Mais ce que je dis, c'est que tout le monde a une responsabilité devant l'histoire. Personne ne pourra dire je n'étais pas au courant. Tout le monde a une responsabilité devant l'histoire. Et moi, je veux juste dire ça. Je veux dire, la proposition qu'on fait, c'est une proposition qui est ouverte. Toutes celles et ceux qui veulent participer de cette dynamique sont les bienvenus. Tout le monde sera respecté. Il y a une discussion sur le programme. Il y a la volonté de faire un accord présidentiel législatif. Ceux qui le refusent, après, ils assumeront leur propre responsabilité.